Bonjour à tous. Les néoconservateurs rêvent maintenant d'une prétendue troisième guerre dont nous devons vraiment parler. Vous savez comment ils enrobent toujours ces horreurs, comme tuer et massacrer en masse. Comment ils trouvent toujours des mots mignons pour décrire cela. Cet article de Foreign Policy fait exactement cela, en parlant d'armement apportant la mort et la destruction comme l'arsenal de la démocratie. Cet article nous dit quelque chose sur ce que les néoconservateurs veulent faire en ce qui concerne l'augmentation de la capacité de production des États-Unis et de l'Europe afin de mener plus de guerres. Ce qui est également intéressant, c'est que l'article admet très ouvertement qu'il ne s'agit pas juste d'une guerre ou de deux. Mais comment mène-t-on 3 guerres à la fois? La schizophrénie des néoconservateurs est qu'ils doivent prétendre que 2 choses sont vraies en même temps. Ils prétendent encore que la guerre en Ukraine et aussi les actions d'Israël contre Gaza n'ont rien à voir avec les États-Unis. Rien du tout. Ce n'est pas le problème de l'Occident. Ce sont des guerres séparées. Mais ensuite, ils parlent de l'importance de maintenir ces guerres. L'article commence clairement par le fait que les États-Unis doivent construire des armements pour se défendre d'une potentielle guerre avec la Chine. Et quand ils disent se défendre, ils veulent dire combattre, tout en aidant des pays comme l'Ukraine et Israël à se défendre dans leur propre guerre. La schizophrénie est énorme, mais ce qu'elle nous révèle, c'est que désormais, les néoconservateurs à Washington, ainsi que ceux à Bruxelles, cherchent tous des moyens de faire face aux problèmes que nous connaissons depuis 1 an ou 1 an et demi. L'Occident ne produit tout simplement pas assez et manque d'armement. L'Ukraine est dans une impasse, et une grande partie de cela est due au fait que l'Occident ne peut tout simplement pas produire plus que la Chine. Nous pouvons voir cette peur très clairement lorsque nous passons à d'autres domaines. Par exemple, des organes néoconservateurs, comme Foreign Affairs. Prenez celui-ci ici, juste la page de titre. Étudiez-la un instant. 2 ou 3 des articles sur la page de titre parlent de ce problème. Par exemple, un article discute de la manière dont Pékin exploite la guerre d'Israël pour gagner les faveurs du Sud global. Les néoconservateurs sont très préoccupés par la façon dont ces guerres sont perçues par le reste du monde, qui n'est pas capturé dans cette bulle de propagande. Et ici celui-ci, le compromis Ukraine-Taïwan. Le soutien des États-Unis à l'Ukraine détourne des armes de Taïwan, mais démontre la résolution face à la Chine. Ils sont quelque peu dans un dilemme ici. Cet article de Foreign Policy le met en évidence, montrant comment il essaye de nous persuader de la nécessité de produire plus d'armes. Plus d'armes, c'est ce dont vous avez besoin, semble-t-il dire. Et le fait intéressant, c'est que c'est écrit par Jack Detch, un rédacteur pour Foreign Policy. Il a fait des recherches et a appelé des personnes très importantes, y compris des ministres de la Défense en Europe, pour avoir une idée de ce à quoi ressemble la situation des provisions militaires. En essayant de se remonter le moral, avec son joli petit sourire, et en encourageant la guerre, il parle aussi de tous les problèmes auxquels ils sont actuellement confrontés. Et vous savez, quand les néoconservateurs parlent de problèmes, ils veulent généralement dire quelque chose qui nous oblige à investir plus d'argent pour tuer plus de gens. Exactement. Donc l'article cite Rob Bauer, le président du comité militaire de l'OTAN, qui dit que nous passons d'un modèle économique juste à temps, juste assez, à un modèle de demande maximale en ce qui concerne la production de plus d'équipements militaires. Cela fait partie de l'ensemble du réseau transatlantique qui travaille ensemble, les États-Unis et l'Europe, qui essayent maintenant de comprendre comment produire plus d'armes. Même si les affaires sont florissantes, les responsables du département de la Défense sont confrontés à ce qu'ils appellent un problème infernal. Comment le Pentagone peut-il mobiliser l'industrie de la défense américaine pour répondre non seulement à un conflit ou 2, mais potentiellement à 3 guerres? Il se prépare vraiment à avoir tous ces conflits qui se déroulent en même temps. Cela me donne l'impression que les néoconservateurs
essaie vraiment de nous entraîner dans une guerre mondiale, un conflit à la fois, et de les laisser tous se dérouler simultanément. Je pense que c'est l'idée, bien que je doive dire qu'il y a un précédent historique pour cela, et cela ne présagerait rien de bon pour les États-Unis. Mais j'y reviendrai plus tard. Ce qui rend la planification particulièrement difficile pour les néoconservateurs, c'est ce qu'ils appellent les frictions de la guerre. Personne ne s'attendait à ce que la guerre en Ukraine consomme des milliers d'obus d'artillerie chaque jour, année après année. La difficulté réside dans l'imprévisibilité de la guerre, la durée prolongée, le refus de la Russie de se rendre et l'inefficacité des sanctions économiques. Qui aurait pu prédire cela? Sérieusement. Le président Franklin D. Roosevelt a un jour qualifié l'armement américain d'arsenal de la démocratie. En 5 ans, les usines américaines ont produit 141 porte-avions, 88 400 chars et canons automoteurs et 257 000 pièces d'artillerie. Il est clair que le rédacteur admire l'immense capacité industrielle des États-Unis à créer une telle quantité de potentiel militaire. Aujourd'hui, Washington essaye de revitaliser son industrie de la défense après 3 décennies de réduction de l'après-guerre froide, qui ont conduit à des fusions d'entreprises et à des lignes de production plus lentes. Malgré ses 750 bases militaires dans le monde et ses dépenses de plusieurs billions de dollars dans le complexe militaro-industriel, y compris les porte-avions et le maintien de la 2e plus grande armée du monde, avec le plus d'avions après l'Air Force étant la marine, tout cela est qualifié de resserrement de ceinture. C'est ironique de parler de resserrement de ceinture lorsque les États-Unis ont été la plus grande puissance militaire du monde au cours des 30 dernières années. Mais c'est la mentalité de ces gens. Ça n'est jamais suffisant. Ils ont toujours besoin de plus et ils veulent pouvoir l'utiliser. Le fait est que si vous produisez plus d'équipements militaires, vous avez besoin de plus de guerres pour les utiliser. Sinon, vous vous retrouvez avec trop de stocks et vous ne pouvez pas les vendre. Les néoconservateurs ne travaillent pas seulement à créer la capacité, mais aussi les débouchés pour cette mort et cette destruction. Nous devons nous rappeler que ces armes ont encore besoin de financement. Le contribuable américain et aussi les contribuables européens sont ceux qui financent ces armes, qui sont utilisées pour tuer des gens, vraisemblablement en dehors des États-Unis et de l'Europe. Cependant, tant que les victimes sont pauvres, cela ne leur importe vraiment pas. Le seul moment où ces personnes ont de sérieux problèmes, c'est lorsque les armes sont utilisées par les mauvais individus, comme lorsqu'elles sont vendues sur le marché noir et ensuite utilisées contre eux. Cela risque de se produire avec les armes qui sont allées en Ukraine et qui ont fini sur le marché noir. En ce qui concerne la production de munitions, les néoconservateurs se sont fixés pour objectif de produire 100 000 obus par mois d'ici la fin de 2025. Ils s'efforcent de créer de plus en plus d'obus parce que la guerre en Ukraine a montré que, dans un contexte de guerre conventionnelle, les obus sont toujours parmi les équipements les plus importants. L'Union européenne produit entre 600 000 et 700 000 obus d'artillerie par an. Il est également intéressant de noter que l'article parle beaucoup de la capacité de l'Europe, comme si elle était intégrée et faisait partie intégrante de ce que les États-Unis peuvent fournir. Cela montre comment les gens pensent à ces capacités de production et au potentiel de faire la guerre. Il s'agit de tout l'Occident combiné, l'Occident collectif. Et l'OTAN n'est définitivement plus juste un outil pour défendre l'Europe. C'est maintenant un outil pour utiliser les capacités de l'Europe aux fins des néoconservateurs. Alors, lorsqu'ils pensent à une 3e guerre, vraisemblablement avec la Chine, ou peut-être avec l'Iran en Asie de l'Ouest, nous savons qu'ils considèrent toujours les forces combinées. L'OTAN est définitivement un outil pour exploiter les Européens. Et les Européens sont trop naïfs, honnêtement, pour le comprendre. Comme le dit Jeffrey Sachs, ils ne se réveillent pas de cette léthargie.
Le rédacteur de l'article a même réussi à interviewer le ministre de la Défense estonien sur cette question. Tous ces pays de l'OTAN travaillent main dans la main pour se préparer à la prochaine guerre qui s'annonce. Mais l'appétit de l'Ukraine pour les munitions d'artillerie est féroce. C'est quelque chose qui les surprend, alors qu'ils les utilisent contre les Russes. Il n'y a pas d'autre option que de se montrer à la hauteur dans ce domaine, a déclaré le ministre suédois de la Défense, Paul Johnson, dans une interview avec Foreign Policy. De plus en plus de dirigeants européens déclarent que la capacité de production doit augmenter. En ce qui concerne les soi-disant bombes intelligentes, des armes équipées de kits de guidage GPS, la situation est encore plus critique. Il y a un va-et-vient constant entre les affirmations que tout va bien et que nous devons juste en faire plus, et des déclarations alarmantes face à un énorme problème qui exige que tout le monde se réunisse et promette plus de fonds pour le résoudre. Cela ne prend même pas en compte les armes nécessaires pour les conflits futurs. La prochaine guerre semble imminente. La Chine a tout fait, sauf envahir Taïwan, bien qu'elle ait juré de le faire éventuellement. Pourtant, certaines personnes blâment déjà la Chine pour des actions qu'elle n'a pas prises et pour sa préférence déclarée pour une solution politique. Ils soutiennent que le développement des capacités militaires de la Chine est une preuve suffisante de ses intentions, excluant une invasion réelle de Taïwan. Ces individus semblent être impatients de conflit. Plus loin, le département de la Défense des États-Unis rencontre des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ne fonctionnent pas comme souhaité. L'Europe rencontre des problèmes similaires, avec des inquiétudes concernant l'épuisement des stocks d'obus et de munitions. Malgré cela, les préparatifs pour la prochaine guerre se poursuivent. Pendant ce temps, ils continuent de maintenir la façade que tout va bien avec les guerres actuelles. Le deuxième article dans Foreign Affairs est encore un chef-d'œuvre d'un néoconservateur, Jack Watling. Watling, chercheur principal pour la guerre terrestre dans un groupe de réflexion, soutient que l'Ukraine n'est pas perdue. Il croit qu'en fournissant plus d'armes et en continuant le combat, tout ira bien. Il souligne la nécessité d'une stratégie à long terme et insiste sur le fait que le conflit doit se poursuivre. Watling essaie de transmettre que malgré l'échec des offensives en 2023 par l'Ukraine et la Russie, la situation n'est pas aussi désespérée qu'elle en a l'air. Il fait remarquer que ce n'est pas seulement l'offensive de l'Ukraine qui a échoué, mais aussi celle de la Russie. Les deux parties ont tenté des offensives, et toutes deux ont été infructueuses. Cela signifie, selon lui, que la situation n'est pas à sens unique. Il aborde également le récit selon lequel la guerre en Ukraine a atteint une impasse, avec lequel il est en désaccord total. Il argumente que cette perception est profondément erronée, car Moscou et Kiev travaillent activement à reconstruire leur capacité de combat offensif. Cela rejoint ce que Foreign Policy discute également, l'importance de la capacité à mener la guerre et pourquoi cela devrait être notre préoccupation principale. Bien sûr, cet article adhère au dogme et au mantra habituel des néoconservateurs. L'Occident est à un choix crucial en ce moment. Soutenir l'Ukraine pour que ses dirigeants puissent défendre leur territoire et se préparer à une offensive en 2025, ou donner à la Russie un avantage irrécupérable. L'incertitude concernant la fourniture à long terme d'aide militaire, qui inclut des armes, a déjà sapé l'objectif de pousser la Russie à la table des négociations. Ces gens sont fous. Je veux dire, si pousser la Russie à négocier avait jamais fait partie de leur agenda, ils auraient accepté leur offre de décembre 2021, qui a été envoyée à Washington et à Bruxelles, de négocier la structure de sécurité européenne. Au lieu de cela, l'OTAN l'a rejeté et a dit à la Russie de s'asseoir, de se taire et de connaître sa place. Ils ont également ignoré l'offre de la Russie, en mars 2022, de négocier une fin au conflit à Istanbul. Nous savons que Boris Johnson et l'OTAN, représentant l'Occident collectif,
ont torpillé cela en faveur de la poursuite de la guerre. Alors, ceux qui tentent de faire tourner le récit jouent encore avec l'idée qu'ils sont ceux intéressés par la diplomatie, tout en peignant les Russes et les Chinois comme les méchants qui ne veulent résoudre les problèmes qu'avec des armes. C'est une interprétation fantastique, phénoménale de la réalité actuelle, où c'est l'Occident et l'OTAN qui poussent aussi fort que possible vers la guerre, et cela me met extrêmement en colère. Mais bon, c'est leur état d'esprit. Je ne sais jamais si ces gens mentent, s'ils sont simplement trop bêtes, ou s'ils croient réellement à leur propre propagande. Mais nous pouvons clairement voir que les gens sont inquiets de ne pas avoir suffisamment d'armes. Les partenaires internationaux de l'Ukraine doivent se rappeler qu'une victoire ukrainienne est souhaitable non seulement pour les Ukrainiens. Elle est nécessaire pour protéger la norme internationale selon laquelle les États ne modifient pas leurs frontières par la force. Cependant, il semble y avoir une exception pour Israël. Selon certains, Israël peut modifier n'importe quelle frontière, commettre des actes considérés comme un génocide et annexer des territoires tels que le plateau du Golan, la Cisjordanie et Gaza. Ils peuvent déplacer des gens de leur maison sans conséquence. Si vous vous appelez Israël, alors un ensemble différent de règles s'applique à vous. Mais si vous êtes un pays avec lequel l'Occident n'est pas amical, alors il y a des règles très claires et strictes qui apparemment changent toutes les autres minutes. Nous prétendons que ces règles sont en place depuis les 2000 dernières années, à moins que vous ne soyez l'un de nos alliés. Dans ce cas, il semble que nous puissions faire tout ce que nous voulons. Je méprise ces doubles standards. Concernant l'offensive en Ukraine en 2023, l'article discute des raisons pour lesquelles l'offensive a échoué. Il suggère que des réformes dans la formation des troupes ukrainiennes sont nécessaires pour des opérations offensives plus efficaces. L'article est intéressant en ce qu'il souligne que le manque de formation a conduit à l'échec de l'offensive. Il soutient que maintenant, nous devons investir dans davantage d'armement et de formation militaire. La direction est absolument claire. Davantage de ressources militaires sont allouées pour plus de guerre. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais ce que nous apprenons des publications actuelles, c'est que l'Occident collectif envisage davantage de guerre. Ces publications discutent souvent de la Chine et de Taïwan comme du prochain théâtre potentiel. Cependant, étant donné les développements actuels en Asie de l'Ouest, en particulier autour d'Israël, il est possible qu'une troisième guerre avec l'Iran éclate. Un tel conflit pourrait conduire à une conflagration massive au Moyen-Orient et en Asie de l'Ouest, étendant la guerre plus loin. Une guerre avec l'Iran pourrait être aussi catastrophique que tout conflit entre les États-Unis et la Chine. Il semble que certains se préparent à cela et, de manière troublante, semblent l'attendre avec impatience. Ils y pensent en termes de profit. Gagner plus d'argent en vendant des armes et des équipements et en formant davantage de populations étrangères pour combattre les guerres par procuration des États-Unis. Les États européens collaborent avec cela, complètement pris dans le récit des États-Unis et du système transatlantique. À moins que cela ne s'arrête, ces personnes ne changeront pas de cap, comme le disent souvent les gens de The Duran. L'histoire fournit un exemple de ce qui arrive lorsque des pays sont embourbés dans plusieurs guerres qui sollicitent leurs capacités, et pourtant ils en commencent de nouvelles. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Empire japonais pendant la longue Seconde Guerre mondiale. Ils se sont embourbés dans une guerre horrible en Chine qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Ensuite, ils ont atteint une impasse avec les Russes entre la Mandchourie et la Mongolie. Pour résoudre tout cela, ils ont décidé de, vous savez, tout oublier. Allons faire la guerre aux États-Unis et avancer vers le sud-est de l'Asie pour essayer d'atteindre le pétrole dont nous avions désespérément besoin, quelque part en Indonésie. Ils ont complètement et totalement dépassé leurs capacités.
Ils savaient qu'ils avaient des réserves de pétrole pour environ 2 ans, et qu'après cela, ils seraient à court. Mais les bellicistes des 2 branches militaires de l'armée impériale japonaise ont quand même choisi cette voie. Ils croyaient qu'il fallait démontrer la force et ne pas paraître faible. C'est le même état d'esprit qui prévaut actuellement à Washington. Même s'il serait bien mieux de négocier avec ceux qu'on n'aime pas, ils poussent pour plus de guerre. Ce qui est encore pire, c'est qu'ils continuent de blâmer l'autre côté. Ils prétendent que c'est la faute de la Chine ou de la Russie si les États-Unis et l'OTAN, dépeints comme des anges de bonté assiégés, sont maintenant forcés d'investir davantage dans leurs industries de défense. À moins que cela ne s'arrête, à moins que cela ne change, nous sommes en train de spiraler vers non seulement une autre guerre, mais potentiellement une 3e guerre mondiale. L'idéologie en Occident est folle. À la prochaine. See you in the next one.